Ils sont là, nos chers invités, Pasteur Edo Kwame du mouvement Martin Luther King et Dimas Dikodo de Forum de la semaine. Avec eux, nous allons parler du Nigeria, 140 lycéens enlevés dans leur pensionnat. Nous allons également parler du Mali, Karim Keïta, visé par un mandat d'arrêt international. Côte d'Ivoire, l'ancien ou bien deux anciens présidents, Laurent Gbagbo et Bédié, se retrouvent samedi. Et puis Togo, derniers hommages à Abbas Bonfo, l'ancien président de transition. Chers invités, c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Dimas Dikodo, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour Pasteur Edo. Bonjour. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Ouais. Particulièrement nos compatriotes de la diaspora, oui, qui nous suivent de près. Coucou spécial à eux. Et aussi, en même temps, toute ma compassion aux membres de la collectivité Ron, à Tchévier, Davier, Bota, qui sont encore victimes d'harcèlement de la justice de Tchévier. Il y a un terrain litigieux, tout est devant les tribunaux. On a fait un travail de partage qui a été homologué par la justice. Et comment affecter ce partage-là aux collectivités, c'est ça qui pose problème. Et dans ça, au lieu que la justice accompagne les membres de la collectivité pour que le travail soit peaufiné, c'est en ce moment qu'on est en train de poursuivre, d'harceler, d'intimider ceux qui sont pour la vérité, pour un partage équitable, étant donné que la plupart des juges, je dis bien la plupart des juges, jusqu'à une échelle donnée, sont complices des faussaires qui se trouvent dans le dossier et à qui on a affecté des domaines, des parcelles au sein de ce domaine litigieux. Je dis que ce n'est pas normal et je témoigne toute ma sympathie à eux. Et demain, ils sont encore convoqués devant les tribunaux. En principe, on devait les enlever. C'est toute la population qui s'était mobilisée en début de semaine et puis on les a convoqués sur... jeudi, oui, je pense, jeudi. Et donc, toute ma sympathie pour cette collectivité. J'espère que le droit soit dit. Pasteur Edo Kwame ne rate pas ces choses. Non, bien sûr. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices et à tous ceux qui nous regardent de près ou de loin. C'est un plaisir d'être sur ce plateau, surtout le mardi avec Dimas, et pour débattre de l'actualité nationale et internationale. Je crois que le premier foncier n'en finira de couler d'encre, de faire polémique. Donc, je crois quand même que nous ne cessons d'interpeller les autorités togolaises pour que ces affaires foncières puissent être bien gérées parce que c'est des bombes à retardement dans notre société. Donc, c'est très important. Bon, moi, quant à ce qui me concerne, justement, je voudrais aborder juste un sujet, ça concerne aujourd'hui cette découverte que nous sommes en train de faire au niveau de Burkina, où des milliers de nos compatriotes sont actuellement, là où je vous parle, qui sont actuellement dans un camp de fortune dans des localités diverses à Ouagadougou, à Bobo et à Tenkorogo, où ils sont actuellement pour avoir été sollicités à venir travailler au Burkina par nos compatriotes qui y étaient déjà, mais qui sont dans les mains des anarcheurs, qui sont dans les mains des ravisseurs, qui leur demandent de dire aux compatriotes, à ceux qui connaissent au Togo, qu'il y a du travail au Burkina. Pourtant, il n'y a pas du travail. Ils sont dans les mains des ravisseurs, mais qui disent, il faut faire venir d'autres Togolais. Et ils paient, hein? Et ils payent. Et on leur dit, avant de venir, qu'on leur a trouvé du travail. Plus de 600 000 par mois pour certains. Ils seront payés plus 600 000, 800 000 par mois. Donc, eux, ils vont donner que 500 000 pour l'assurance et autres. Finalement, quand ils sont allés, on leur dit que non, il n'y a rien. Et puis maintenant, on demande à ces gens qui sont là d'appeler encore leurs proches parents, d'envoyer de l'argent qu'on va les faire voyager
pour les États-Unis ou bien la France et autres. Donc la situation est telle, nous avons alerté le chef de l'État, le ministre de la Sécurité, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice. Donc toutes les institutions, tous les ministères sont actuellement, à l'heure où je parle, je crois qu'au niveau de la sécurité, nous avons donné des indices, quand même on est en train de voir pour pouvoir, entre le Togo et le Burkina, pour faire rentrer nos compatriotes. Et quand vous voyez dans le camp, là où ils sont très furieux et disent que vraiment, ceux qui les ont amenés au Burkina, ils sont contre eux. Quand vous suivez leurs vidéos, ce que nous avons transmis, les vidéos que nous avons transmises aux autorités, j'avoue quand même que c'est très sérieux ce qui se passe actuellement. Et nous allons attirer l'attention de nos compatriotes. Quand vous voyez, quand on vous appelle pour un travail en dehors du Togo, aujourd'hui, au Mali même, la situation se présente telle. Donc quand on vous appelle aujourd'hui pour le boulot, il faut vraiment redoubler de vigilance. Nous appelons les uns et les autres à la vigilance pour ne pas tomber dans ce genre de traquenard aujourd'hui qui débouche sur des mésaventures pour nos compatriotes. C'est un sujet triste, Dimas. Ouais, vraiment. C'est sûr que le chef de l'État et puis les autorités vont réagir. Oui. Le ministre des Affaires étrangères devait s'y impliquer. Déjà, avec le directeur des Togolais de l'extérieur qui est déjà sur le dossier. Okay. Allez, on va passer donc au premier sujet du jour. Le Nigeria, 140 lycéens enlevés dans leur pensionnat. Des hommes armés ont envahi un pensionnat de l'État nigérien de Kaduna, et kidnappé 140 lycéens vraisemblablement pour les échanger contre une rançon. Au total, 165 lycéens dormaient dans le pensionnat au lycée Bethel dans la localité de Chikoun dans la nuit de dimanche à lundi lorsque des hommes armés ont escaladé le grillage pour pénétrer dans l'école, a raconté Emmanuel Paul, un professeur. Ils ont emmené avec eux 140 élèves et 25 ont réussi à s'échapper, ajoute-t-il. Dimanche du Kodo, ce sont des faits fréquents au Nigeria. Oui, et puis c'est des actes attribués dans le passé à Aboubacar Shekau. Oui, qui est décédé finalement. Est-ce qu'il est décédé? Voilà. Bon, c'est des faits qui me confirment dans mes appréhensions que le gars là n'est pas décédé, mais je crois que l'état-major est là. N'est pas décédé. La nébuleuse est toujours là. Voilà. En tout cas, moi j'attends une authentification scientifique du corps d'Aboubacar Shekau pour savoir que le gars là est décédé. Ah ouais, sinon, bon, du moins idéologiquement, il est toujours là. Ouais. Avec à la tête, en tout cas, cette idéologie est pérennisée à la tête de Boko Haram. Bon, donc les pratiques ont les griffes de Boko Haram. Oui. Boko Haram, l'école des Blancs est mauvaise. C'est ça la signification. Voilà, c'est ça la signification. Donc, ce qui veut dire que c'est des gens qui ont pour cible les enseignements occidentaux. Des écoles où on dispense des enseignements occidentaux. Et donc, non seulement ils prennent ces élèves, ces étudiants, pour pouvoir assouvir à leur idéologie, mais ils veulent aussi de l'argent. Ce faisant, c'est une cible qui leur permet d'engranger d'argent et de nourrir leur groupe maléfique. Donc, non, au Nigeria, c'est très très compliqué. Parce que c'est très compliqué. Le comportement même des autorités nigérianes prouve à suffisance qu'il y a des complicités au plus haut niveau. Ah oui. Il y a des complicités au plus haut niveau en ce qui concerne ces actes, du moins l'entretien de ces groupes-là. On ne fabrique pas des armes au Nigeria. Mais les djihadistes, là, ces groupes djihadistes possèdent des armes les plus sophistiquées. Plus que l'armée. Il est arrivé à un moment donné qu'on a demandé à l'armée régulière d'intervenir et les militaires ont dit niet. On n'intervient pas. Vous voyez? Ils ont senti ce qui peut arriver. Hein. Oui, mais ils sont formés pour ça. Voilà. Mais ils disent niet, ils ne vont pas aller. Après, on a argué des problèmes d'insuffisance de moyens. Mais si un groupuscule peut être bien armé, pourquoi l'État nigérian, qui a quand même des moyens, c'est un État pétrolier quand même, je pense qu'il fait partie des
des 5 premiers exportateurs de pétrole d'Afrique. Oui. Donc, si cet État ne peut pas doter son armée des moyens efficaces pour pouvoir lutter contre ces groupes dangereux, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit s'interroger sur plusieurs points. Oui, s'interroger, pasteur Edo Kwame, sur le comportement des gouvernants nigérians, il faut le préciser, et également de l'armée régulière, comme Dimas Dikodo l'a dit. Oui, ce qui se passe au Nigeria, c'est une honte pour l'Afrique, parce que c'est la première puissance militaire, économique. De l'Afrique de l'Ouest. Non, de l'Afrique même. Même de l'Afrique, le Nigeria pèse. Le Nigeria pèse beaucoup. Il pèse beaucoup, mais puissance militaire, non, il y a quand même... il y a quand même du lourd. L'Égypte, il y a l'Afrique du Sud, donc, je crois quand même que ça devient récurrent, ces attaques, ces enlèvements des écoliers, des apprenants, et de manière récurrente, comme je le disais. On ne peut pas admettre que les gens viennent. Quelle embarcation? On peut prendre 140, on les met où? C'est trop facile. On les met où, sachant que les zones là sont souvent surveillées. On ne peut pas admettre cela. Et comment est-ce que l'État nigérien n'arrive pas, c'est à Kaduna, donc l'État n'arrive pas à bien surveiller, à bien sécuriser ces lieux Kaduna, c'est quand même une grande ville. Qui sont souvent objets de ces attaques. On se rappelle des filles de Sibot. On se rappelle. Bon, donc, et ça, c'est récurrent. Bon, donc, vraiment, c'est devenu des États de non-droit où les forces de Boko Haram font la loi au quotidien, avec des enlèvements, avec des assassinats. Et l'État, sincèrement, c'est comme si le président nigérian n'arrive plus à diriger. Lui qui a promis de balayer la maison. Non, je crois que c'est très sérieux. Et pourvu qu'il ne soit pas balayé. Il va falloir faire les états généraux des forces armées nigérianes pour placer des personnes indiquées à des lieux bien sûr pour pouvoir venir à bout de cette nébuleuse. Qui va annoncer ça? C'est le chef de l'État. Celui qui va annoncer ça sera emporté. Les États généraux. Parce qu'au grand mot, on connaît l'armée nigérienne. Celui qui va annoncer ça sera balayé. Au grand mot, les grands remèdes. Donc finalement, ça ne sert à rien que les populations soient au quotidien victimes des attaques. Donc c'est de l'insécurité. Ceux qui vivent, c'est déjà courageux qui vivent dans ces zones, parce que à chaque jour, au quotidien, il y a des attaques, il y a des incursions violentes dans ces États du nord du Nigeria. Donc, c'est un échec. En matière de sécurité, la sécurité interne, c'est un échec pour le président nigérian. Et les Nigérians ne peuvent plus porter leur choix. S'il y a des élections crédibles, démocratiques, ils ne peuvent plus porter leur choix sur le président nigérien. Mais qui on va prendre? Ce qui est aberrant, c'est que c'est l'insécurité là qui a conduit au départ de l'ancien président Goodluck Jonathan. Et quand le président Buhari est arrivé, il a promis, il a brandi la sécurité, il a promis d'assurer la sécurité. Un homme de sécurité. Un homme de sécurité, d'ailleurs, c'est une banqueroute totale, Dimas Dikodo. Le Nigeria est un pays militaire. Et tous les États fédérés sont dirigés par des militaires, là-bas. Et donc, l'action gouvernementale est teintée de militaires, de ce qui est martial. Mais dire que c'est la sécurité qui a fait partie de Goodluck Jonathan, je peux dire que c'est plutôt l'argument qui a été avancé. Il y a aussi d'autres. Il faut le faire partie. Oui, il faut le faire partie par un moyen. Mais c'est l'armée nigériane même qui est complice de tout ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est l'argent, c'est la recherche de l'argent. Est-ce que vous savez que au Nigeria, même à Lagos, la capitale économique, est-ce que vous savez que il y a eu des postes de police pendant 30 ans qui ne sont pas des postes de police officiels, mais qui avaient toutes les dotations. L'armée qui avait les armes. Les dotations de la police.
Le jour où c'est découvert officiellement que ce poste n'appartient pas à l'État, quand ils étaient partis, on a trouvé personne. Pas un seul cheveu. Cela veut dire que les informations sont données très vite en amont. C'est ça. C'est ça. Ouais. Il y a ça. Et je donnais toujours l'exemple du Tchad qui intervenait pour traquer jusqu'à son dernier retranchement les djihadistes de Boko Haram. Et arrivé à un village frontalier au Nigeria, ils sont sur le territoire camerounais, ils ont découvert que dans un dispensaire là-bas, il y a Chekaou Aboubakar qui se faisait traiter là-bas parce qu'il a été blessé entre-temps. Oui. Et donc, il demandait l'autorisation à l'État nigérian. C'est Idriss Déby qui demandait l'autorisation de permettre à son armée de pénétrer sur le territoire nigérian et aller capturer Chekaou. Ils ont dit niet. Les autorités nigérianes ont dit niet. C'est pour dire que la complicité est à un niveau où c'est difficile à éviter. C'était pour un aveu d'échec, c'était parce que... Un aveu d'échec, alors accepter de conduire l'opération ensemble. Peut-être. C'est ça. Vous pouvez dire que oui, vous allez venir, mais nous allons prendre le commandement, vous allez venir avec nous. Et nous allons... Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit niet, c'est niet. Chekaou a été traité bien. Et puis il est reparti. Il est reparti. Donc, celui-là, est-ce qu'on peut me dire qu'il n'y a pas... C'est l'ennemi juré du gouvernement nigérien? Non. Il est plutôt présenté comme... Oui, il a été présenté comme cela. Et puis, au-delà, c'est autre chose qui se fait. Oui, donc, mais avec tous ces dégâts, moi, je ne comprends pas. On ne peut pas couvrir quelqu'un qui nuit à l'intégrité territoriale. Il nuit. Il tue les gens. Et cette image-là est toujours présentée sur le plan international comme quelqu'un, comme c'est un grand assassin qui tue le peuple nigérien. Donc, peut-être que, comme tu le dis, c'est affaire d'intérêt, parce que ceux qui le protègent jouissent vraiment de... Oui, bien sûr. Il y a quelque chose... Vous savez, jouissent naturellement de tout son butin, de tout son butin de guerre. Parce il y a quelque chose qui est caché derrière. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Mais l'image ne fait pas ménage avec un gouvernement. Non, ce que vous nourrissez comme scrupule, comme crainte de Dieu, comme compassion, ce n'est pas la sociologie nigériane. Hein. Non, mais le Nigérien, excusez-moi, je ne suis pas en train de les dénigrer, mais je parle de leur société, leur vie. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin de prendre un homme pour sacrifier et avoir de l'argent. C'est quelque chose de courant, c'est facile, c'est bien connu. Ça rentre dans leur vie, dans leur pratique de tous les jours. C'est comme... C'est une culture, ça. Mais c'est une culture chez eux. C'est comme chez nous, un peu la culture... De nous, les sudistes du Togo, là, c'est la trahison, c'est le mensonge. Trahir son frère, ton frère. Oui, mais c'est clair. Et puis, je vous vois venir. Chez nous, on pense que c'est du business. Ouais. C'est la fidélité, être franc envers son frère et discuter en tant qu'ami, protéger son derrière. Nous n'avons pas ça comme culture chez nous. Nous n'avons pas ça comme culture chez nous. Parce que nous autres, là, quelqu'un dit qu'il est avec toi, c'est ton pire ennemi. Et tu vas être dans ton bureau, tu vas prendre des amis pour venir travailler avec toi. Ceux qui vont te combattre plus, c'est eux. Ceux qui vont t'exposer, c'est eux. Ça, nous vivons comme cela. Nous vivons avec ça tous les jours. Dans notre culture, on pense que ça ne fait rien. C'est comme ça le Nigeria. Le Nigérien peut prendre, mais ils peuvent te sacrifier tout de suite. C'est pas leur problème. Quand on dit d'amener de l'argent, de faire ceci, d'amener du sang humain, de faire des organes humains pour pouvoir avoir tel... Mais ils sont prêts à le faire. C'est rien du tout. Le Nigérien est capable de prendre son père, sa mère, son frère, sa femme pour sacrifier et avoir de l'argent. Pour prospérer. Oui, pour prospérer. C'est ça la culture. Donc, dans ce cas, allez prendre tout un établissement pourvu que ça puisse donner de l'argent. Ben, qu'est-ce que ça vaut? Et justement, comme il le dit, je crois que les gens là le font
pour réclamer des rançons. Des rançons, oui. Justement, puisqu'il a vraiment tendu la perche, évidemment, c'est de ça. Parce que la finalité, c'est de réclamer des rançons pour pouvoir libérer, les otages. Ouais. Et ces ravisseurs, je crois quand même que le gouverneur de l'État, selon la dépêche, le gouverneur de l'État est contre ce genre de choses et va même punir tous ceux qui accepteraient, donc doivent même donner de l'argent pour pouvoir libérer. Mais ça, c'est officiellement. C'est officiellement. Bon, c'est la vie de ces otages-là en danger. Parce que ces jeunes filles, des fois, sont violées, enceintes, les gens trouvent des femmes des grossesses précoces, tout ça là. Et finalement, certains meurent. On tue certains. Même Chicago, lui-même en a trouvé. C'est pas ces procédés-là. Non, je pense que l'État nigérien est en déliquescence totale du côté nord, vers le nord. Et c'est un État, c'est des États de non-droit finalement, et que c'est les forces néfastes, les forces belliqueuses qui font la loi. Le Nigeria ne mérite pas ça. Le Nigeria, c'est un géant de l'Afrique. Le Nigeria doit être gouverné de façon à donner un exemple, à être un modèle. Mais ce n'est pas le cas. Ce que vous ne pouvez pas comprendre, c'est que les forêts, et c'est dommage. Les forêts qui sont réputées, abritées, ces forces sont ratissées au jour le jour par les drones, les engins et les hommes de l'armée régulière. Comment on n'arrive pas à le mettre hors d'état de nuire? On va juste marquer la pause. On revient, on va encore parler un peu du Nigeria et voir fondamentalement ce qui ne va pas dans ce pays, un grand d'Afrique de l'Ouest. Et puis on va continuer avec les autres pays, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire et le Togo.